Salut, c'est Loïc et dans cette vidéo, on va voir ensemble les règles de l'ownership en Rust. Alors c'est sûrement la vidéo la plus importante de la chaîne parce que si tu comprends pas ce concept, tu vas rien pouvoir faire en Rust parce que tu auras des erreurs toutes les 2 secondes. Alors dans cette vidéo, on va voir comment fonctionnent les règles de l'ownership, mais avant, on va voir pourquoi Rust a inventé ces règles. Alors, en gros, avant Rust, il y avait 2 familles de langages de programmation, les langages haut niveau, où le développeur gérait pas la mémoire du tout. Il y avait un système qu'on appelle un garbage collector qui automatiquement allait allouer et désallouer de la mémoire. Le problème de ce système, c'est que forcément, il ne peut pas tout deviner, et du coup, il y a des fois, il va préférer laisser de la mémoire utilisée plutôt que de la vider, alors que le programme en ait besoin plus tard. Donc c'est un système assez peureux, assez prudent, qui va faire qu'on n'a pas les meilleures performances. Donc c'est un peu dommage. Et de l'autre côté, on avait ce qu'on appelle les langages bas niveau, où là c'est au programmeur d'allouer lui-même sa mémoire et de la désallouer lui-même. Le souci, donc c'est très performant, mais si le développeur oublie de désallouer correctement la mémoire, il peut créer ce qu'on appelle une fuite mémoire. Et dans ce cas-là, en gros, il y a de la mémoire qui n'est jamais vidée, et qui est toujours de plus en plus utilisée, jusqu'à ce que toute la mémoire de la machine soit utilisée et que le programme plante. Voilà. Donc le problème de ces fuites mémoire, c'est que déjà c'est compliqué à déceler, parce que c'est des choses que tu peux voir que parfois au bout de plusieurs heures, et en plus c'est compliqué à débugger. Donc faire de la programmation dans un langage bas niveau, ça donnait de très bonnes performances, mais ça nécessitait de passer beaucoup de temps à débugger les fuites mémoire, et ça forcément c'était un gros inconvénient. Alors Rust est arrivé avec une approche qui va permettre justement de régler ce problème. Il va se dire, d'accord, il faut qu'on ait des performances d'un langage bas niveau, donc comme si le programmeur allouait lui-même et désallouait lui-même la mémoire, mais on ne peut pas faire confiance au développeur parce qu'il est humain, et du coup il va forcément se tromper et faire des erreurs. Donc du coup c'est Rust qui va le faire à la place du développeur, mais pour que ce soit possible et que tout se passe bien, il faut que le développeur suive certaines règles. Et si le développeur ne suit pas ces règles, Rust ne va même pas vouloir compiler le programme, parce qu'il va dire non, là ce que tu es en train de faire, ça peut créer une fuite mémoire, moi je compile pas, il faut que tu suives les règles. Et c'est ça qui fait que beaucoup de développeurs qui débutent avec Rust sont très frustrés, parce qu'à la différence de tous les autres langages bas niveau, comme le C par exemple, où tu peux faire un programme qui a une fuite mémoire, le lancer et avoir des potentiels problèmes que plusieurs heures plus tard à cause des fuites mémoire, là Rust va dire non, ça c'est pas possible, je compile pas, il faut que tu suives ces règles. Et donc ça force le développeur à suivre une méthodologie qui va donner les meilleures performances et s'assurer que le programme ne fait pas de fuite mémoire. Voilà, donc ça c'est un peu pour l'histoire de la création des règles de l'ownership. Maintenant, on va voir ensemble quelles sont ces règles et comment ça fonctionne. Alors la première règle, elle est toute bête, elle nous dit que pour chaque valeur, il y aura une variable qu'on va appeler son honneur. Alors ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple. Imaginons que je crée une variable A, ok, et que je dis que c'est la string hello. Ok. Alors là, je vais un peu agrandir. Voilà. En fait, quand je fais ça, tout ce que je fais, c'est que je dis, voilà, j'ai ma string hello, j'ai ma valeur hello, et je vais dire que son honneur, c'est la variable A. Donc en fait, pour Rust, lui, il voit ça. Il voit un A, donc qui est notre variable, et il voit la string hello, donc qui est la valeur en mémoire, et il se dit, ok, bon, du coup, la string hello, elle a pour honneur la variable A. Voilà, donc c'est tout bête. Donc cette règle, elle ne nous apprend pas grand-chose, mais elle va être très importante pour les 2 prochaines règles. Alors, la deuxième règle, elle est beaucoup plus subtile, et elle nous dit qu'il ne peut y avoir qu'un seul honneur à la fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons là qu'on fasse un truc tout bête, on crée une nouvelle variable B, ok, et on dit qu'elle est égale à A. D'accord? Donc ce qui se passe dans les langages de programmation haut niveau où les performances c'est pas très important, en général, la string qui est là hello, elle est copiée en mémoire, et ensuite B elle reçoit cette string hello. Donc en gros, en mémoire, il y a 2 fois la string hello. Donc ça c'est pour les langages qui s'en foutent un peu des performances. Mais vu que là on est en Rust, et que Rust, pour lui, la performance c'est le truc le plus important, il va pas s'amuser à copier des strings à chaque fois qu'on fait let B égale A. Pourquoi? Parce que là notre string, tu vois qu'elle est pas très longue, mais une string, ça peut faire des mégas, voire des gigas. Ça peut être une super grosse taille. Donc pour Rust, déjà, ça prend de la place en mémoire. Et en plus, c'est long à copier aussi. Donc ça va prendre du temps d'exécution. Donc Rust, lui, il va éviter à tout prix de copier les strings parce que forcément, ça prend du temps. Donc du coup, il va faire ce qu'on appelle un move. Et ça va être super important. Donc ce qui va se passer là, c'est qu'en fait, Rust, il va avoir une nouvelle variable B. Ok ?
Vu qu'il ne veut pas copier la string, bah, il n'a pas trop le choix. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, ok, maintenant l'honneur de la string hello, c'est plus A, c'est B. Ok? Et du coup, on se retrouve avec une variable A ici, bah, qui n'a plus de valeur. Donc Rust va supprimer cette variable. Et là, en fait, on vient de faire ce qu'on appelle un move, parce qu'on a transféré l'ownership de hello de A vers B. Ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle un move. Et c'est hyper important parce que tu vas le voir tout le temps en Rust. Du coup, c'est pour ça que la plupart des débutants, ils rencontrent des bugs sur des trucs aussi simples. Si par exemple, on essayait de print A maintenant, tu vois qu'on a une erreur qui nous dit, alors là, je me suis trompé, voilà, clac. Là, ça nous dit une erreur, donc empreinte d'une valeur move A. Et donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. A a été move, puisque justement, la string hello a transféré son ownership de A vers B. Du coup, A n'existe plus dans le programme, parce que comme on a vu, il n'y avait plus aucune valeur qui lui était associée, donc Rust l'a détruite. Et on peut plus se servir de A dans la suite du programme. Voilà, donc ça c'est hyper important, parce que quand tu es débutant, bah, tu vas avoir des erreurs sur des trucs aussi simples que ça. Tu vois, c'est un programme qui fait absolument rien, on déclare deux variables et on fait un print. Et pourtant, on peut avoir une erreur. Donc c'est un truc hyper important à comprendre. Il ne peut y avoir qu'un seul honneur à la fois. Et Rust, pour éviter de faire des copies sur des types lourds comme les strings, il va préférer faire ce qu'on appelle des moves. Donc il va transférer l'ownership de la string hello de A vers B. Voilà, donc ça c'est hyper important, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas se faire juste quand on déclare des variables. En fait, il va y avoir des moves à chaque fois qu'on va utiliser en fait notre string. Si par exemple là, je crée une fonction que j'appelle showText, qui va prendre un paramètre nommé text qui sera de type string. Et qu'ensuite je me dis, bon bah je vais afficher ce texte. Ok? Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait là maintenant, au lieu de faire let b égale A, je vais faire showText en passant A en paramètre. Et là je vais lancer, et on va voir ce qui se passe. Et donc là tu vois que j'ai une erreur, parce qu'on me dit encore, empreinte d'une valeur qui a été move A. Pourquoi? Parce que c'est quand j'essaye de print ici, j'ai cette erreur. Donc c'est un peu la même erreur que tout à l'heure. Alors pourquoi on a ça? En fait, je vais revenir dans mon cas de figure sur mon dessin dans lequel on était tout à l'heure. Donc en fait, c'est exactement le même cas de figure que tout à l'heure avec B, sauf que cette fois-ci, ça va être avec le paramètre texte qui est là. En fait, quand on fait let A égale string hello, bon bah ok, ça fait ça. Et ensuite, quand on va faire showText A, donc en passant A en paramètre, ce qui va se passer, c'est que Rust va se dire, bon, maintenant, ça va être text qui va avoir l'ownership de hello. Donc hello va avoir pour honneur text, ok? Du coup, encore une fois, A se retrouve sans valeur, donc A sera détruit. Et on se retrouve dans ce cas de figure-là, tu vois? Donc c'est pour ça qu'on ne peut plus utiliser A dans la suite de notre programme, parce qu'il a été move, et du coup, bah, il a été détruit, parce qu'il n'avait plus aucune valeur qui lui était associée. Ok? Donc ça, c'est très important à comprendre. Tu vois que à chaque fois qu'on va utiliser une string, une variable qui est une string, bah, en fait, cette variable, elle va être move. Et du coup, on pourra plus en servir dans la suite du programme. Donc c'est hyper important de comprendre ça, parce que sinon, tu vas être ennuyé tout le temps en Rust. Maintenant, il existe quand même des exceptions à cette règle. Donc là, tu vois qu'on a fait tous nos exemples avec des strings pour l'instant. Pourquoi? Parce que Rust, lui, ne peut pas connaître la taille d'une string à la compilation. Si par exemple, tu demandes à un utilisateur dans un terminal de rentrer du texte, tu ne sais pas s'il va rentrer une lettre ou 1 million de lettres. Donc ta string, elle va avoir une taille qui va devoir bouger. Par contre, si tu demandes à ton utilisateur de rentrer son âge, et que tu as créé une variable de type, par exemple, usize, enfin U64, imaginons, tu sais que ta variable, elle fait 64 bits. Donc tu connais la taille de la variable âge à la compilation. Pourquoi je te dis ça? Parce que vu que Rust ne connaît pas la taille d'une string à la compilation, eh ben il se dit que potentiellement ça peut être un truc très gros et très long à copier. C'est pour ça qu'il va faire des moves dans tous les cas de figure que je t'ai montré précédemment. Mais quand on va utiliser tous les types scalaires, c'est-à-dire tous les nombres, donc les floats, les int, etc., les usize, esize, tout ce que tu veux, tous les types qui sont des nombres, donc Rust se dit, je connais la taille de cette variable, par exemple si on a un U8, il sait que ça fera 8 bits, si on a un U64, il sait que ça fasse 64 bits, etc.
il voit que c'est pas beaucoup de bits à copier, donc il se dit, je vais pas faire un move pour tous ces types-là, parce qu'ils sont pas bien gros à copier. En termes de performance, ça coûte quasiment rien, donc je vais les copier. Et dans ces cas-là, on va pas avoir des moves, mais on va avoir des copies qui sont faites. Donc je vais te montrer un peu ça. Donc là, je vais commenter mon exemple, et je vais te montrer le même exemple que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec des valeurs de type scalaire. Donc là, tu vois qu'on a A, on dit qu'il vaut 14. Si maintenant je fais let B égale A, tu vois que là, j'ai pas d'erreur. Alors tout à l'heure, on avait une erreur. Tu vois, là, le programme, il affiche bien 14. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, Rust, dans ces cas-là, vu que A est un scalaire, il va faire une copie lorsqu'on va faire let B égale A. Et donc, en mémoire, il y aura 2 fois la valeur 14. Une fois pour A et une fois pour B. Donc vu qu'il n'y a pas de move qui a été fait, bah à ce moment-là, forcément, on peut continuer de se servir de notre variable A, puisqu'elle n'a pas été move, donc elle n'a pas été effacée. Ok? Même chose dans les fonctions. Donc là, je vais te montrer avec showNumber. Là, par exemple, je vais prendre ça, je vais dire que c'est un usize, imaginons. Ou un U8, allez, comme ça change un peu. Là, on va afficher notre nombre. Là, on va dire que A est de type 8. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer A dans showNumber. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc là, tu vois que ça fonctionne. On a bien 14 qui s'affiche. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu de move qui a été fait. C'est-à-dire qu'au moment où on a envoyé A, ok, on a fait une copie de A pour la donner à number. Du coup, il y a eu 2 fois la valeur 14 en mémoire à un moment. Ok. Et du coup, bah, ensuite, notre fonction fonctionne correctement. Et vu que A a été copié et pas move, bah, il est utilisable dans la suite du programme. Et c'est ce qu'on voit là. Ok, et maintenant, on va voir la dernière règle qui nous dit que lorsqu'une variable sort du scope, sa valeur est drop. Alors, ça a l'air un peu compliqué encore une fois, mais en réalité, c'est hyper simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, je vais relancer pour que ce soit propre, voilà. Déjà, qu'est-ce que c'est que le scope? Alors, le scope, en fait, c'est la portée. Si tu veux, c'est le bloc d'accolade dans lequel se trouve une variable. Si par exemple, je crée ma variable A qui est là, okay, le scope de A, c'est la fonction main. Parce que A, il est au niveau de la fonction main. D'accord? Alors, en Rust, on va pouvoir créer justement des blocs comme ça. Donc, tu vois, je vais utiliser des accolades. Et là, par exemple, je vais créer une autre variable que je vais appeler B. Et que je vais lui donner la valeur 12. Donc, tu vois que A et B n'ont pas le même scope. Pourquoi? Parce que A, son scope, si tu veux, c'est toutes ces accolades-là. Et B, son scope, c'est que ça. D'accord? Donc, tu vois que A, il a un plus grand scope que B. Maintenant, cette troisième règle, elle nous dit justement que lorsqu'une variable sort de son scope, sa valeur est drop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, si j'essaye d'utiliser B, je ne pourrai pas. Pourquoi? Parce que B n'est pas dans le même scope que ma fonction print, ok? Donc là, si j'essaie d'afficher, tu vois, on me dit je ne peux pas trouver la valeur B dans ce scope. Ok? Donc pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, c'est la façon qu'utilise Rust de désallouer la mémoire automatiquement. Donc, vu que c'est pas au développeur de le faire, c'est Rust qui, à chaque fois qu'une variable sort du scope, va désallouer la valeur en mémoire, c'est-à-dire que là, j'avais donné 12, la valeur 12 en mémoire à ma variable B, donc Rust va aller dans cette case mémoire où j'ai donné la valeur 12, il va la libérer, il va effacer ce qu'il y avait dedans, et ensuite, il va détruire la variable B pour pas que je puisse m'en servir dans la suite du programme. Donc c'est sa façon de désallouer de la mémoire automatiquement. Donc ça, c'est très important de le comprendre parce qu'encore une fois, si tu essayes d'utiliser des variables qui ne sont pas dans le bon scope, bah, tu ne pourras pas t'en servir parce qu'elles auront été détruites. D'accord? Donc c'est hyper important cette dernière notion. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo sur les règles de l'ownership. J'espère que ça a été clair, que tu auras appris des choses. Alors si on devait résumer un peu la vidéo, la première règle, elle nous dit que pour chaque valeur, donc par exemple 12, on va avoir une variable associée qu'on va appeler son honneur. Donc ici c'est B. Ok? Ensuite, la deuxième règle, elle va nous dire qu'il peut y avoir qu'un seul honneur à la fois. Et donc, quand on va utiliser des types lourds à copier comme les strings par exemple, Rust va préférer faire des moves, c'est-à-dire changer l'honneur de notre valeur, donc de la valeur hello comme on l'a vu tout à l'heure, plutôt que de copier 2 fois la valeur de la string dans la mémoire.
Et lorsqu'on fait un move, bah forcément la variable qui a été move n'est plus utilisable dans la suite du programme. Raison pour laquelle, si tu es débutant, tu as dû avoir pas mal de bugs en essayant de faire des petits programmes dans ton coin. Et enfin la troisième règle, qui nous dit que lorsqu'une variable sort de son scope, la valeur est drop. Donc tout ça pour nous dire que lorsqu'une variable quitte son scope, elle n'est plus utilisable dans le programme, et la valeur qu'elle avait en mémoire est effacée, donc elle est libérée. Voilà. Donc c'était une vidéo hyper importante, et j'espère vraiment que j'ai été clair et que tu as pu comprendre ce concept-là. Si ça t'a plu, que ça t'a appris des choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, moi ça me fait super plaisir. Et si tu trouves que cette vidéo t'a été utile, tu peux aussi la partager, moi ça m'aide énormément, et ça m'aide à continuer la chaîne, et puis ça m'encourage. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Rust. Ciao!